Journaliste environnemental, Hervé Kempf est l'auteur de L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Troisième ouvrage d'une série. Monsieur Kempf, bonjour. Bonjour. Vous vous décrivez vous-même comme objecteur de croissance. Comment pensez-vous qu'on va faire face à la crise écologique? Eh bien, soit de la mauvaise manière, soit de la bonne manière. La mauvaise manière, c'est de continuer à croire qu'on peut augmenter les richesses, qu'on peut accroître notre empreinte écologique, qu'on peut accroître les émissions de gaz à effet de serre, qu'on peut laisser les écosystèmes se délabrer. Et donc là, on serait dans une logique extrêmement destructrice et qui, à terme, à mon sens, assez rapproché, conduirait les sociétés humaines à s'affaiblir, à se disloquer, à s'opposer, à se délabrer. Et la bonne façon de faire face à la crise écologique, ou plus précisément, je dirais, d'éviter son aggravation et de rentrer dans des dynamiques positives qui nous permettront de rétablir un équilibre écologique, voire de l'améliorer ou de l'élever en qualité, eh bien, c'est particulièrement pour les pays occidentaux, les Japonais aussi, qui restent les plus riches de la planète et qui diffusent un modèle culturel de consommation extrêmement élevé, d'aller vers la baisse de la consommation matérielle et la baisse de la consommation d'énergie. Je crois que c'est un point tout à fait essentiel. Fondamentalement, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et ça suppose une transformation profonde de nos sociétés, parce qu'il ne s'agit pas d'aller seulement vers le moins, même si c'est nécessaire, mais je veux dire avec ce côté péjoratif ou attristant du moins, mais aussi de se dire qu'on va orienter différemment notre activité collective, orienter dans d'autres directions notre énergie, notre créativité, notre imagination, pour investir dans des activités qui auront un impact écologique plus faible, qui seront plus dans une logique de répondre à des besoins sociaux, et sans doute aussi d'une capacité de création d'emplois plus importante. Donc voilà, mais fondamentalement, je pense qu'il faut se dire que dans les pays occidentaux, nous devons aller vers une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation d'énergie. Vous voyez, là, j'ai été frappé. Aujourd'hui, on est à Québec, dans un hôtel qui n'est pas de grand luxe, même si c'est un bel hôtel. Et en bas, il y a une sorte de petite piscine avec des arbres tropicaux. Et je me dis que c'est une débauche d'énergie tout à fait énorme. On est en mai, il n'y a personne d'ailleurs dans cette piscine. C'est un endroit qui consomme énormément d'énergie sans avoir une vraie utilité. Autre exemple, il y a un peu partout, on voit des écrans en permanence de télévision qui montrent des matchs de hockey, des séries, des publicités, etc. Là aussi, on est dans un gaspillage d'objets et d'énergie tout à fait considérable. Donc ça peut commencer par ça, se dire qu'est-ce qui dans notre environnement a une réelle utilité et qu'est-ce qui est sans réel intérêt. Je pense par exemple à tous ces écrans de télé qui sont partout et qui sont une débauche de consommation matérielle et d'énergie tout à fait significative. La démocratie, c'est loin d'être seulement le temps du vote, c'est beaucoup d'autres choses, et notamment il y a cet acte, si l'on peut dire, ce moment extrêmement de la démocratie qui est la délibération, qui est la discussion sur l'agora, sur le forum, sur la place publique. Et dans les sociétés modernes, cette discussion, cette délibération sur les grandes questions qui se posent à la société, à l'Assemblée des citoyens, c'est tenu par les médias. Et donc il est absolument important qu'on ait des médias qui présentent les grandes questions, qui les présentent de manière équilibrée, qui donnent les arguments des uns et des autres, qui fassent des enquêtes sur des sujets délicats. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que dans quasiment tous les pays occidentaux, eh bien, les grands médias de masse, les plus importants, qui sont notamment les télévisions, sont très largement contrôlés par des grandes sociétés capitalistes qui ne respectent pas vraiment cet équilibre des idées, ou qui parfois même ont une orientation idéologique extrêmement forte. Je pense à Fox News aux États-Unis. Je crois que maintenant vous avez une télévision de ce type au Québec et au Canada, dont le nom m'échappe. Et ça, c'est très important.
Et puis, par ailleurs, ce poids de ce conditionnement de l'information qui est fait par l'oligarchie, donc qui conduit à évacuer beaucoup de questions importantes, à évacuer des débats qui iraient un petit peu en profondeur. Et puis aussi, je dirais, par tout ce qui est les autres éléments de la télévision, qui sont des divertissements très souvent insipides et pas qui n'élève pas précisément le niveau intellectuel des spectateurs, une publicité aussi omniprésente qui répète en permanence, et on peut parler là véritablement de propagande, qu'il faut consommer plus, il faut consommer plus, il faut consommer plus. Donc dans ce cadre-là, on a effectivement, dans le fonctionnement de ces grands médias de masse, un instrument essentiel pour affaiblir, pour rendre malade la démocratie, et donc toute vision politique alternative et visant à redonner de la vie à la démocratie devrait clairement, explicitement poser la question des médias, de leur contenu, de leur propriété, de leur gestion collective. Sur la gestion collective, justement, comment percevez-vous l'émergence de coopératives d'information? On a Alternative en France depuis 30 ans maintenant. Et ici au Québec, on vient de fonder une coopérative de journalisme indépendant. Quel avantage offrent ces structures collectives? Elles offrent déjà le grand avantage, comme les coopératives en général, c'est que la décision est prise collectivement. Et donc il va y avoir déjà dans l'espace de la façon même dont se vit la coopérative un esprit démocratique. Un esprit de participation, de délibération collective, de décision en commun et de partage des bénéfices. Et donc, une structure qui est dans cet esprit-là va agir et va projeter une image qui va être respectueuse de ses propres valeurs. Donc, le fait qu'il y ait des coopératives qui portent par leur façon même de vivre les valeurs de la démocratie et la participation, eh bien, signifie que la façon dont elles vont produire, si on peut parler comme ça, produire de l'information, va être en adéquation avec ces valeurs. Donc, je suis tout à fait favorable à cette approche, qui va précisément à l'encontre de ce que l'on disait précédemment sur la façon dont des grands groupes dirigent des médias. C'est que très souvent, ces grands groupes ont une structure hiérarchique très pyramidale, avec quelqu'un qui est propriétaire et qui décide en imposant par la hiérarchie à tous les subordonnés ce qu'il faut faire. Là, on est exactement à l'opposé d'un système démocratique. Écoutez, il y a beaucoup de Québécois de la génération d'avant qui doivent voir ce livre en tête, qui s'appelle La peur, qui a été écrit, je crois, par un journaliste à la fin des années 40 ou au début des années 50. Et l'idée essentielle, c'est édité chez Boréal, c'est un petit livre. Et l'idée essentielle de ce texte, me semble-t-il, c'était de dire la peur, elle paralyse. Et donc, et c'était dans un des textes qui a, si j'ai bien compris, amené le sentiment québécois à s'affirmer et à s'orienter vers une vision politique. Et en gros, ce que disait ce texte, si j'ai bonne mémoire, c'est que la peur paralysait et empêchait de mettre en cause, par exemple, la peur des pouvoirs, la peur de système. Donc cette peur-là, il faut la surmonter. C'est la peur de la hiérarchie, par exemple, la peur de la mise en cause, qui peut être difficile, parce que quand on s'engage, on va avoir une réaction en retour des pouvoirs existants. La peur aussi, celle qu'on a citée à un moment précédent, de perdre le confort, de perdre cette sécurité matérielle qui est très importante dans nos pays. Mais en même temps, il y a une autre peur qui est intéressante, qui est positive, qui est plus que la peur, je dirais, mais la perception de la gravité de ce qui peut arriver. Et là, je m'inscris dans la lignée, très modestement, du philosophe Hans Jonas, qui a bien défini une heuristique de la peur, c'est-à-dire une analyse de la façon dont la peur, c'est-à-dire la peur de la catastrophe qui pourrait arriver, nous permet de comprendre comment on peut agir. Et je pense que de ce point de vue-là, la gravité très grave, la gravité très grande de la crise écologique telle qu'on peut la perception de plus en plus claire de la montée
du potentiel d'affrontement qui existe dans nos sociétés, ça c'est une forme d'appréhension ou de peur qui est positive, parce qu'elle peut nous pousser à agir et finalement à surmonter cette autre peur qui nous dit je ne vais pas agir parce que à mon niveau je suis trop petit, je ne pèse rien par rapport au système, etc.